Nouvel épisode de l'Histoire de l'or. Nous recevons aujourd'hui Christian Grattalou, qui est professeur émérite de l'université Paris-Cité, qui dirige aujourd'hui la collection Atlas historique aux éditions Les Arènes. Christian Grattalou, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler avec vous de l'histoire de l'or avec une vision, un angle qui est votre angle, qui est le principe de la géohistoire, c'est-à-dire comment les faits géographiques servent l'histoire et inversement. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre, et aux éditions Les Arènes. Et évidemment, à un moment, on va parler d'or dans ce livre. C'est un chapitre. Vous avez aussi deux jolies pages d'un atlas avec des cartes qui expliquent comment l'or a été trouvé, cherché, utilisé par les humains. À quel moment on s'intéresse aux métaux précieux dans notre histoire de civilisation? Très probablement au Paléolithique. Parce que on a d'ailleurs quelques traces parfois d'objets moulés, plus ou moins volontairement. Il suffisait, le feu étant maîtrisé depuis au moins 600 000 ans, des cailloux pour entourer le feu, c'est un phénomène dont on a des traces, des foyers, comme on dit, dont on a des traces anciennes. Et parmi ces cailloux, il y avait très probablement des éléments métalliques, hein, donc qui ont fondu, ou tout du moins qui se sont ramollis, ce qui a certainement intéressé. Et on connaît des sociétés de chasseurs-cueilleurs dans lesquelles on avait des objets martelés. Il y a eu aussi des chutes d'astéroïdes qui ont pu être utilisées, mais enfin, globalement, c'est d'abord, avant tout, ce genre de choses. Donc c'est très, très ancien, ce type de métallurgie. Et comme ce qu'on appelle les métaux précieux, l'or en premier, fondent particulièrement bien, enfin beaucoup mieux évidemment que le fer, on a eu certainement quelque chose qui a été abordé très anciennement. Mais si toutes les sociétés, d'une manière ou d'une autre, ont plus ou moins utilisé ces métallurgies, c'est purement de curiosité probablement le plus souvent, c'est seulement dans des sociétés agricoles denses que l'on a développé un travail de ces métaux que l'on appellera ultérieurement précieux. Et on ne les appelle pas précieux n'importe où, c'est quelque part entre Méditerranée et Japon que l'on va particulièrement s'intéresser à ces métaux pour en faire usage comme matière première de monnaie. Mais alors pourquoi vous précisez dans les régions agricoles denses qu'on utilise ces métaux précieux? Parce qu'on les utilisait pour le travail ou pour le commerce? Alors, l'utilisation de la métallurgie pour faire des outils ou des armes, c'est quelque chose de finalement relativement récent, hein, ce qu'on appelait autrefois l'âge du cuivre, du bronze, du fer, dans le monde méditerranéen et un peu au-delà. Ça nous remonte il y a 1000 ans à peu près, au deuxième millénaire avant notre ère. Ailleurs dans le monde, en dehors justement de ces sociétés denses de la Méditerranée au Japon, on utilisait le métal que pour faire éventuellement des objets d'orfèvrerie ou des bijoux. Alors, lesquels pouvaient avoir des fonctions qui sont beaucoup plus que décoratives, religieuses bien sûr, mais aussi d'échange. Donc on est là, pas loin de les pratiques monétaires. Mais il s'agissait souvent d'échanges très symboliques, par exemple des bracelets échangés dans le monde polynésien il y a quelques siècles. Ailleurs, on avait des outils d'échange, et en particulier ce qu'on peut appeler de la monnaie, souvent ce qu'on appelle aussi de la quasi-monnaie ou de la monnaie marchandise. Il s'agissait, il fallait des objets qui avaient une certaine, qui avaient l'avantage d'être assez standardisés naturellement, si j'ose dire, comme par exemple les cabosses de cacao, qui en Amérique centrale ont été souvent un instrument de conservation de la valeur pour permettre les échanges, bref, de la monnaie. Mais il y en avait d'autres. Les plus célèbres sont les coquillages de l'océan Indien, qui ont été utilisés dans toute l'Afrique, mais aussi dans l'Asie, hein, jusqu'en Chine. On appelle les kauris, qui est un mot d'origine indienne. Et puis, on peut multiplier les exemples de ces monnaies marchandises, des formes de perles, des plumes, etc. Donc on en a pas mal, sachant que on pouvait compter en un certain nombre d'éléments quasiment de consommation. Il ne faut pas oublier que le mot salaire vient du mot sel, puisque les soldats romains ont été parfois payés en sel, que c'est facile à conserver, à mesurer. Et ça conserve aussi. Et par ailleurs, ça conserve très bien. Hein, c'est pas... Et d'autre part, que
il y a des mots qui sont dérivés des troupeaux, par exemple. Là, le mot roupie vient de cet élément-là. Donc, on a des éléments qui nous rappellent l'usage de marchandises qui étaient aussi des fonctions monétaires. Mais il se trouve que entre le 6e et le 2e siècle avant notre ère, entre la Méditerranée orientale et la Chine, en incluant donc le monde iranien, le monde indien, et même l'Asie centrale, on s'est mis à fabriquer des outils d'échange particuliers, de conservation de la valeur, qui sont des pièces de monnaie. Voilà. Ça, c'est vraiment, donc en métal. Ça, c'est des objets métalliques particuliers qui sont des petits disques ronds. Il y a eu parfois des carrés, des hexagonaux, etc. Mais enfin, en gros, globalement, c'était des disques Parfois ronds. avec des trous. Alors, avec ou sans trous, ça c'était en gros, les trous, c'est plutôt chinois, parce que pour fabriquer ces petits disques, au fond, il y a deux techniques. Soit vous coupez vous coupez un flanc, c'est-à-dire vous coupez une tige métallique en petites pièces, vous la frappez, la monnaie, soit vous la moulez. C'est-à-dire vous mettez un petit peu, vous coulez. C'est à l'est du côté chinois, on moule, à l'ouest du côté iranien, méditerranéen, on frappe. Bon. Mais ça aboutit au même résultat, hein, ça ressemble exactement à la même chose. Alors quand on moule, il faut ensuite les barber, donc c'est bien d'avoir un trou central carré, on met sur une branche, un bois carré, et on fait tourner quelque chose qui va permettre d'abraser et d'avoir des pièces de taille et de forme égale. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a aussi le fait qu'on peut les attacher, les lier, ce qu'on appelle les ligatures de Sapec, c'est le nom de la monnaie chinoise, qui permet d'avoir des poids égaux, des unités de compte supérieures à une seule pièce de monnaie. Bon, voilà. Mais le fait qu'il y a des différences, qu'on n'utilise d'ailleurs pas forcément les mêmes métaux, de l'Est à l'Ouest, suivant le monde, mais vous avez cet ensemble d'utiliser du métal, et en particulier des métaux relativement rares, parce que comme ça, c'est plus difficile d'imiter ces monnaies. Donc, on utilise du cuivre, de l'argent et de l'or, avec aussi des mélanges. Voilà, donc avec de l'étain, on va avoir du bronze, qui ont l'avantage d'être des objets qui sont quand même, qui s'usent pas très facilement, en particulier le bronze, est très résistant. On fera pratiquement jamais de monnaie en fer. Le fer est assez banal, hein, donc, et à partir du moment où on sait maîtriser la métallurgie du fer, le fer ayant inversement d'autres intérêts comme un métal particulièrement efficace pour faire des outils et des armes. Mais les métaux qu'on va progressivement appeler précieux, le cuivre et puis surtout l'argent et l'or, ce sont ça va être la base matérielle de ces monnaies qui sont inventées de la Méditerranée orientale à la Chine pendant une période assez courte. Oui, alors avec des éléments géographiques dont on utilise encore les mots, puisqu'on parle d'un pactole, et ça veut bien dire quelque chose, on parle d'être riche comme Crésus, tout ça, ça date de cette époque-là, avant Oui, notre alors, ère, quelques siècles. bon, il faut toujours se méfier du fait qu'on a une subjectivité, on a pensé que tout a été inventé quelque part vers la Grèce, hein. Mais il se trouve qu'en Lydie, c'est-à-dire un royaume qui est dans l'ouest de l'actuelle Turquie, mais qui était d'une population de type grec, hein, en gros, qui parlait effectivement des langues grecques, dans le royaume de Lydie, il y a eu l'invention, mais qui copiait peut-être d'autres inventions ailleurs, de pièces de monnaie à partir de l'électrum, à partir d'un mélange naturel d'or et d'argent, dont on trouvait des placers dans des cailloux c'était un peu comme la ruée vers l'or des westerns, qu'on trouvait dans un fleuve qui s'appelait Pactole. Donc, on a eu un enrichissement évidemment considérable du roi de ce royaume. Le dernier des rois en a laissé d'ailleurs son nom, puisqu'il s'appelait Crésus. Voilà, donc on a ce moment qui est au VIe siècle de notre ère, jusqu'à la conquête, la défaite de Crésus et la conquête par l'Empire perse. Mais l'Empire perse frappait déjà monnaie. Donc on est dans le même monde au VIe, Ve siècle, à peu près au même moment, peut-être avec un léger décalage chronologique un peu plus tardif en Chine, on a avec cette fois-ci du bronze et du cuivre d'abord, puis du bronze. On a aussi la fabrication de pièces de monnaie avec très vite le fameux trou carré central qu'on évoquait. Entre les deux, le monde iranien, le monde indien vont à leur tour frapper des monnaies. Et c'est évident que ça correspond à cet axe d'échange de la Méditerranée au Japon, qui s'appellera plus tard les routes de la soie, et où on a des circulations qui sont importantes.
ça n'exclut pas que l'usage qu'on en fait puisse être aussi de prestige, puisse être presque des bijoux. Hein. Il y a une diffusion de ces pièces de monnaie. On en retrouve par exemple chez les chasseurs-collecteurs qui, eux, étaient des fournisseurs de fourrures, donc des gens des forêts du Grand Nord. Ils avaient on a retrouvé des pièces de monnaie, y compris romaines ou Han, enfin des Chinois d'il y a 2000 ans. Mais c'était des bijoux pour eux, c'était des choses un peu décoratives. Alors, ça fonctionnait aussi dans les sociétés, cet argument, enfin, ce processus est vrai aussi dans les sociétés entre Méditerranée et Chine qui utilisaient toutes de la monnaie à partir du 2e, 3e siècle avant notre ère, mais qui n'utilisaient pas tout à fait les mêmes monnaies. Alors parfois, des monnaies chinoises étaient des curiosités, il y avait déjà des numismates, et puis les monnaies de l'Ouest, les monnaies romaines, étaient elles aussi des curiosités plus à l'Est. D'autant plus que comme les monnaies chinoises étaient en bronze et les monnaies romaines étaient en argent et surtout en or, ça prenait vite le caractère de bijou que j'évoquais. Donc, on quitte parfois la fonction monétaire hein, dans cette circulation. Mais c'est frappant. Si vous mettez, et de temps en temps on le fait pour des expositions, c'est toujours évidemment de tout petits objets peu spectaculaires, mais si vous mettez des pièces romaines, Parthes, Kushan, des populations d'Asie centrale et chinoise, vous avez des objets qui se ressemblent parfaitement. Ils n'ont pas tout à fait la même matière première, mais vous avez ces petits disques qui sont identiques et sur lesquels on a gravé ou moulé un certain nombre d'éléments qui sont en général la glorification du souverain régnant. Enfin, bon, ça peut être un dieu. Oui, ça a été très vite des objets publicitaires Absolument, pour valoriser c'est des objets l'empire. géopolitiques. Oui. Hein, on affirme, c'est une affirmation de pouvoir. Battre monnaie, d'ailleurs, pour employer une expression d'Ouest, puisque on moule monnaie à l'Est, battre monnaie, c'est effectivement un des attributs de l'État aujourd'hui. Et puis donc c'est une monnaie, donc ça sert pour les échanges. Il se trouve qu'en Chine, on a plein d'épices, on a plein de ressources, et donc les Européens, les gens de l'Ouest, utilisent leur monnaie pour acheter des ressources aux Chinois. Et vous avez un chapitre dans votre livre où vous dites la Chine se puits d'argent. Et en le lisant au début, le titre, je me suis dit, ah bon, il y a beaucoup de mines d'argent en Chine. Un puits, hein, Pas pas du qu'on tout. C'est creuse. un puits parce que, en fait, ils reçoivent beaucoup d'argent de leurs acheteurs. La balance commerciale est très, très excédentaire pour les Chinois. Oui, alors l'expression puits d'argent, elle est de Fernand Braudel, l'inventeur du mot géohistoire d'ailleurs, donc je n'ai fait que la reprendre. Oui, c'est un constat sur ces grands échanges internationaux, puisque j'ai insisté il y a un instant sur la diversité des matières premières, mais au fond, la grande unité de cette pratique de la monnaie, les échanges qui se font depuis des millénaires sur cette grand axe, ils sont pas égaux. Et globalement, il y a un déficit de l'Ouest vers l'Est. Pour aller vite, le monde chinois, c'est quelque chose qui ne nous surprendra pas tant que ça aujourd'hui, exportait facilement, importait peu. De manière générale, d'ailleurs, c'était même formulé idéologiquement. C'est-à-dire que dans le monde chinois, il y a l'idée que le commerce, qui suppose une certaine égalité entre les partenaires, c'est pas possible, puisque l'Empire du Milieu étant tellement supérieur aux autres sociétés, il ne peut que recevoir des tributs qu'on veut bien lui donner, éventuellement faire des cadeaux. Alors, le commerce a toujours été masqué, d'ailleurs, sous cette forme, disant, ben voilà, vous avez des cadeaux en échange de votre tribu. Personne n'était dupe, hein, y compris d'ailleurs les acteurs chinois au XVIIe, XVIIIe siècle, mais on avait cette mise en forme. Donc, il y a bien ce phénomène que la Chine, en gros, se suffit elle-même. Ce qui n'est pas totalement faux. C'est entre autres une région qui va des régions des climats tropicaux aux régions froides et qui a tous les types de milieux. Donc, c'est pas, il y a le manque le besoin que les Européens coincés dans des régions froides avaient d'épices, de produits tropicaux. Ben, ils n'ont pas ça. Donc, il y a des inégalités. Ce qui veut dire d'ailleurs que globalement, à l'Ouest, les Européens, mais les Byzantins, le monde arabe, ils creusent tout ce qu'ils peuvent, ils recherchent des mines d'argent, de temps en temps ils en trouvent, alors ça, il y a un petit boom, mais le plus souvent ils sont en manque de liquidité. C'est pas un problème pour les Chinois. Hein, Alors, ce phénomène va totalement changer avec la conquête de l'Amérique par les Européens, puisque là, ils vont avoir des mines d'or, mais surtout d'argent, en grande quantité, et que cet argent, ils vont le ramener en Europe. Un petit peu
à travers le Pacifique, il va aller directement en Chine, ce qu'on appelle le galion de Manille, hein, c'est-à-dire ces petites flottes qui traversaient le Pacifique à peu près chaque année pour un commerce entre l'Orient et l'Amérique. Mais l'essentiel passe à travers l'Atlantique. Donc ça arrive en Europe, ça passe très vite à travers l'Espagne, c'est plutôt les Néerlandais, les Italiens d'abord, les Néerlandais ensuite, puis les Anglais, qui vont récolter cet argent et ils vont aller acheter des produits en Inde, en Indonésie, des épices. Les compagnies des Indes néerlandaises, par exemple, recherchent surtout ce qui a donné l'Indonésie actuelle, c'est-à-dire les anciennes Indes hollandaises. Et puis en Chine, entre autres, à partir du XVIIIe siècle, la Chine a un monopole que très très peu d'autres pays produisent, qui est le thé. Et les Anglais se sont mis, on sait tous, à boire, à partir du XVIIIe, énormément de thé. Tous les jours à 16 heures. Oui, et puis le matin, et puis oui, non, non. Alors, ça, ce qui pose un énorme problème, c'est que les vaisseaux de la Compagnie anglaise des Indes, une puissance géopolitique véritable, qui domine l'Inde, et qui la conquiert à peu près complètement au 19e, ils se rendent à Canton, qui est le port que les Chinois nous acceptent de cantonner, comme on dit, les Européens. Ils y achètent du thé. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi très vite, d'ailleurs, à partir du moment où les États-Unis sont indépendants, il y a des États-Uniens. Ils s'étaient révoltés pour la Boston Tea Party, d'ailleurs, on connaît cet épisode. Donc, quand on a voulu taxer le thé, enfin, les Anglais ont voulu taxer le thé, les Anglais, la Compagnie des Indes, trouve qu'elle a un produit local au Bengale, où ça pousse abondamment, qui est le pavot. Et donc, les Chinois s'avèrent très consommateurs d'opium. Donc, ils vont échanger le thé contre de l'opium. C'est-à-dire que la Compagnie des Indes devient le plus gros trafiquant de drogue de la planète au XVIIIe, XIXe siècle. Jusqu'à ce que les Chinois réagissent, l'État réagisse négativement en disant ça va pas, détruisent des entrepôts anglais. Guerre qu'on appelle guerre de l'opium, qui pourrait s'appeler guerre du thé. Les Anglais gagnent, piquent Hong Kong, et aussi les techniques de la culture du thé. Donc, ils vont dans tout l'océan Indien construire des plantations de thé à Ceylan, en Inde, au Kenya, etc., avec une traite quasi esclavagiste, ils sont les coulis, mais ils rééquilibrent un peu mieux leur commerce et désorganisent pas mal la Chine par ailleurs. Cette histoire d'or et d'argent, cette histoire avec un grand H, hein, est en fait à l'origine de la conquête des États-Unis, des Amériques, alors avec des expéditions qui vont traverser l'Amérique du Sud, ce qui n'est pas simple. Là, aujourd'hui, on se dit c'est 8 heures d'avion, c'est pas très compliqué, mais à l'époque, il fallait quand même bien traverser un certain nombre de jungles, montagnes, pour aller chercher des mines d'or complètement côté Pacifique, alors qu'ils venaient de l'Atlantique. Le moment décisif, c'est pas 1492-93, c'est 1521-1522. C'est-à-dire, qui a supposé néanmoins que Colomb arrive d'abord. Pendant 30 ans, on trouve pratiquement ni or ni argent. Alors, on commence à faire pousser un peu de canne à sucre, mais c'est à peu près le seul intérêt de l'Amérique. Mais lorsque Cortés pénètre dans l'Empire aztèque, et découvre des bijoux, des objets en or extraordinaires, là, effectivement, se produit un phénomène qui va enclencher un processus qui va durer quand même assez longtemps, qui va être une conquête des régions où il y a des possibilités d'avoir de l'argent. Il faut d'abord qu'il y ait du monde qui eux-mêmes utilisaient déjà de l'or et de l'argent, mais pour uniquement faire des bijoux, de l'orfèvrerie, des objets de culte, etc. Donc la première chose que font les conquistadors, c'est de voler cet or et cet argent en détruisant malheureusement les objets très raffinés pour en faire des lingots. Puis après, de bien questionner les Indiens locaux pour savoir où étaient les mines, d'exploiter ces mines, puis d'en découvrir éventuellement de nouvelles. Donc la plus grande, alors il y en a beaucoup qui se découvrent au Mexique, des mines d'argent essentiellement, à Taxco, à Zacatecas, et puis la plus importante découverte, et cette fois-ci dans l'Empire Inca, dont la conquête est 10 ans plus tard par Pizarro, en 1530, 1540, avec les mines de Potosi, dans ce qu'on appelait le Haut-Pérou, c'est-à-dire l'actuelle Bolivie. Donc pendant les années 1540, 1640, à peu près, pendant un siècle, il va y avoir une arrivée massive d'argent d'Amérique vers l'Europe. Des convois de galions avec les caisses remplies de lingots ou de pièces déjà frappées qui vont arriver à Séville, hein, où il y a
une tour, la tour de l'or, justement, où on concentrait ces richesses. Il y avait bien sûr de temps en temps des pirates qui attendaient, qui se sont surtout développés. Quand il y avait la guerre en Europe, il y avait de la piraterie dans les Antilles. C'est assez facile. Le grand moment de la piraterie, c'est pendant les guerres de Louis XIV. À la fin des guerres de Louis XIV, là, début 18e, c'est le moment où ça explose. Il y a besoin de finances, il y a besoin donc de récupérer de l'or. Voilà, donc alors ensuite, il y a des moments il y a des cycles économiques qui sont liés aux variations d'efficacité des mines. Il y a des moments où les mines s'épuisent. C'est parti en Potosí qui joue un rôle clé. À partir des années 1630, 1640, ça s'épuise un peu. Il y aura de nouveau un renouveau au 18e, mais qui sera moins important. Mais en même temps, on fait aussi d'autres découvertes. Donc en gros, le 16e, c'est un boom de l'argent. Donc l'argent traverse massivement l'Atlantique, inonde l'Europe, ce qui provoque une inflation considérable, puisqu'on a une masse monétaire qui explose, et évidemment les prix vont augmenter en proportion, mais aussi qui permet à l'Europe de devenir cette fois-ci acheteuse partout ailleurs dans le monde, dans l'Empire ottoman, en Inde, en Chine, etc. Et au XVIIe, au contraire, on a un peu de mal à retrouver de l'argent, donc les revenus vont baisser, c'est un moment plus difficile. Et puis, au contraire, au XVIIIe, il y a de nouveau une expansion monétaire liée à l'or et à l'argent qui viennent, enfin l'argent surtout qui vient d'Amérique, car il y a de nouvelles mines qui apparaissent à ce moment-là. C'est là qu'on invente ce ratio or-argent, en tout Hein, cas qu'on 13, définit ce ouais, ratio or-argent, dont parlent encore les gens qui s'intéressent à l'or et à l'argent. C'est le 1 pour 13. Alors 1 pour 13,3, on dit aujourd'hui 1 pour 15. Ça va tenir jusqu'à l'étalon or, hein, d'ailleurs, à ce tout à fait. moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, puisque c'est 1 pour 80 ou 1 pour 85. Et d'ailleurs, ce poids de l'or et de l'argent dans l'histoire des empires, est-ce qu'il a une importance? Il me semble que les Français étaient plutôt pour l'argent quand les Anglais avaient plutôt de l'or. Est-ce qu'il y a eu comme ça des évolutions d'usage de l'or et de l'argent, ou en tout cas de valeur monétaire pour les pays ou pour les empires? Oui, depuis qu'on a inventé la monnaie. Depuis cette période du 6e, 2e siècle avant notre ère, où on se met à à produire des monnaies, comme on le produit avec plusieurs métaux, il y a du multimétallisme à peu près dès le départ, il va y avoir des questions de jeu et n'importe quel État comprend très très bien que utiliser des variations de change entre les différentes sources métalliques, peut être tout à fait intéressant. Alors, il y a des particuliers aussi qui vont jouer sur un empire à un autre. Les spéculateurs, c'est une chose très ancienne. Mais le bimétallisme or-argent, c'est quelque chose qui se fonde dès l'Empire romain. Hein, pièce d'or, pièce d'argent avec la circulation. Bon, il y a la petite monnaie en cuivre, mais fondamentalement, la notion de métal précieux, c'est quelque chose qui est partagé dans ces taxes, mais c'est d'abord le monde perse étant plutôt métal argent. On retrouve en Inde des usages de monnaie d'or, les Chinois, eux, étant de toute façon sur le bronze, utilisant l'or et l'argent plutôt comme objet de matière première d'orfèvrerie. Donc c'est un peu, malgré tout, vous avez ça. Alors dans le monde romain, on a déjà ce rapport de 1 à 13 qui apparaît, qui semble lié à des différences de dotation géologique cette fois-ci. C'est la capacité à extraire. Voilà, tout à fait. On extrait 13 fois plus d'argent que d'or. Voilà. Alors, il y a des moments où on a des afflux d'argent en particulier. On associe souvent la puissance d'Athènes des 6e, 5e siècles avant notre ère à la maîtrise des mines du Laurion dans la pointe de l'Attique, hein, où en exploitant à fond des pauvres gamins, parce qu'il fallait c'était des tunnels extrêmement étroits, on pouvait y envoyer que des enfants. Comme c'était du plomb argentifère, ils mouraient de toute façon très très vite. Donc on a pu avoir une fortune qui a permis entre autres la victoire contre les Perses. C'est un raccourci géopolitique assez rapide, mais qui est une association qui a été faite des Thucydides. Alors on l'a vu, ça sera la conclusion, mais on voit que ces pièces d'or, quand vous avez dit que les gouvernants s'en servaient comme des outils de valorisation de leur propre personne, on a quand même dans le monde moderne le Napoléon, on va avoir le souverain où à chaque fois on voit les souverains anglais, donc ça se poursuit toujours. Bien sûr, c'est le battre monnaie, puisque la technique occidentale a fini par triompher, est une affirmation de l'État.
D'ailleurs, l'impression du billet ensuite, hein, c'est un peu la même chose. Donc, le fait d'utiliser comme un instrument de propagande, mais en même temps un instrument de garantie, parce que le pouvoir politique garantissait la valeur de la monnaie et la monnaie confortait le pouvoir politique. Donc, porter le nom du souverain, de l'appeler un Louis ou de l'appeler un Napoléon ensuite pour les monnaies françaises, cela allait de soi. Hein, c'est pas bon. L'État, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, se représentait. Donc Marianne, c'est comme les timbres, hein, qui étaient également des représentations d'affirmation d'un pouvoir politique. C'était exactement la même chose. La poste, elle, c'est une invention mongole, c'est plus ancien. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a les Marianne Koch après, hein, effectivement, après les Napoléons, Tout à on va fait. Ce qui est trouver Marianne. bon, qui est une incarnation de la République. Très bien, Christian Gratalou, merci Ah, beaucoup pour merci cette à vous. histoire de l'or à travers la géohistoire. On se retrouve pour un prochain épisode dans quelques semaines.